je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité sociopolitique haïtienne. Comme nous l'avions préannoncé dimanche, eh bien l'actualité de cette semaine est marquée par la sortie du rapport de l'unité de lutte contre la corruption de la police. Vous savez que l'unité de lutte contre la corruption devait plancher sur les allégations de corruption au sein du Conseil présidentiel de transition. Vous connaissez l'histoire, il s'agit de 3 conseillers présidentiels qui se sont ligués en une véritable association de malfaiteurs pour échanger, si vous voulez, la reconduction à la tête de la Banque nationale de crédit d'un directeur contre de l'argent. Lorsque la chose est sortie, je vous avais dit ce qu'il y avait en dessous, je vous avais soumis les enjeux, je vous avais aussi invité à ne pas douter que et Raoul Pierre-Louis, celui qui dépose les accusations, et les accusés eux-mêmes, n'est-ce pas, sont coupables de corruption. Raoul Pierre-Louis est coupable parce que il s'est prêté au jeu de la corruption, il a accepté, n'est-ce pas, d'enfreindre les principes de la Banque nationale de crédit pour ordonner l'émission de 3 cartes de crédit au montant de 3 cartes de crédit prépayées au montant de 20 000 $ américains chacune pour les 3 membres du conseil présidentiel qui se sont ligués, répétais-je, en une association de malfaiteurs. Donc, M. Raoul Pierre-Louis est coupable, n'est-ce pas, de cela aussi. Il s'est prêté au jeu de la corruption, mais quant aux membres du conseil présidentiel, aux 3 membres du conseil présidentiel, malgré des entrevues cousues de fil blanc, malgré les tentatives de se défendre auxquelles ils se sont livrés dans les divers médias de la capitale au cours de ces dernières semaines, je vous avais dit qu'ils étaient coupables, n'est-ce pas, de ce dont Raoul Pierre-Louis les accusait. Donc le rapport de l'unité de lutte, contre la corruption est sorti cette semaine, un rapport de quelques pages qui se lit bien. Eh bien, c'est un rapport accablant.
Et cela révèle à quel point les dirigeants de ce pays, à quel point les élites de ce pays, n'est-ce pas, s'accaparent du pouvoir, non pas pour servir la population, mais pour se servir elles-mêmes. Ces élites-là s'accaparent du pouvoir pour se servir elles-mêmes. Et ce rapport de l'unité de lutte contre la corruption, au-delà des accusations que ce rapport recommande contre ces 3 membres du Conseil présidentiel de transition, ainsi que contre Raoul Pierre-Louis lui-même, eh bien, ce rapport m'a permis de réaliser autre chose. Vous savez, n'était ce rapport, on aurait eu vent des privilèges que les 9 membres du Conseil présidentiel de transition se sont octroyés en toute opacité. Vous savez qu'il y a toujours, si vous voulez, n'est-ce pas, autre chose dans un rapport, quand on prend le temps de le lire, quand on prend le temps de le décortiquer, eh bien, il y a toujours autre chose que ce que les rédacteurs de ce rapport ont voulu nous communiquer. Donc, bien sûr que Raoul Pierre-Louis est coupable de s'être prêté au jeu de la corruption. Il a utilisé les fonds publics de la BNC pour, si vous voulez, payer des services des membres du Conseil présidentiel de transition afin de se succéder à lui-même. Quant aux membres du Conseil présidentiel, ils sont coupables, entre autres, n'est-ce pas, d'association de malfaiteurs, mais ce rapport dit autre chose. Ce rapport m'a permis de découvrir la nature des privilèges que tous les membres du Conseil présidentiel de transition s'offrent. Et il y a en particulier un privilège qui me scandalise. Eh bien, les membres du Conseil présidentiel de transition se sont octroyés des frais pour une résidence secondaire. Vraiment. Des frais pour une résidence secondaire. L'idée d'une résidence secondaire se justifie pour des gens qui habitent ou qui habitaient juste avant d'entrer en fonction en dehors de la capitale. En fait, c'est une idée qui peut se défendre. Vous imaginez des députés qui viennent de partout à travers le pays, des députés qui arrivent, n'est-ce pas, des provinces et qui doivent siéger au Parlement à Port-au-Prince. Donc, on conçoit bien que l'État puisse leur octroyer des frais pour louer une résidence secondaire, puisqu'ils doivent siéger un certain nombre de jours, et on ne peut concevoir qu'un député, on ne peut concevoir qu'un parlementaire, n'est-ce pas, fasse le va-et-vient tous les jours, depuis sa lointaine province jusqu'à la capitale. Donc cela se défend qu'on puisse octroyer des frais pour une résidence secondaire. Je me suis donné la peine de regarder le profil des 9 membres du Conseil présidentiel de transition. La plupart d'entre eux, sauf 2 peut-être, résidaient à Port-au-Prince juste avant d'entrer en fonction en leur qualité de conseiller présidentiel. Mais alors pourquoi diable se sont-ils octroyés? Ils se sont tous octroyés ces frais de résidence secondaire. Bon Dieu. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce si difficile en Haïti de trouver des gens qui parviennent au pouvoir, non pas pour se servir, non pas pour s'octroyer des privilèges, mais pour servir la population au prix de sacrifices. Je regarde le profil des membres du Conseil présidentiel, il y en a aucun de qui je puisse dire celui-là ou celle-là, puisque ce conseil comporte quand même une femme. Il n'y a personne de qui je puisse dire celui-ci ou celle-là, n'est-ce pas, a consenti d'énormes sacrifices pour nous aider, pour aider la population à réussir cette transition. Je regarde les privilèges, des frais qu'on s'octroie pour des services de renseignement, des frais qu'on s'octroie pour la sécurité, je veux bien, mais on n'a pas à s'octroyer des frais pour la sécurité. C'est à l'État, à la tête duquel ces gens-là se retrouvent, de
pourvoir à leur sécurité. Imaginez que dans la liste des privilèges, parmi les frais, n'est-ce pas, que ces gens-là, les gens du Conseil présidentiel de transition s'octroient, eh bien, ils s'octroient des frais pour leur sécurité. Mais voyons les amis, dans quel pays sérieux, dans quel pays à vocation sérieuse, on va le dire ainsi, des gens qui sont au pouvoir s'octroient en toute opacité des frais pour leur sécurité. Bon Dieu, on a un corps de police. Au sein de ce corps de police, il y a des unités qui sont entraînées pour pourvoir à la sécurité des gens qui sont élevés en dignité. Mais pourquoi, diable, vous octroyez des frais pour votre sécurité? À la lecture de ce rapport de l'unité de lutte contre la corruption, j'ai réalisé que les gens du Conseil présidentiel s'octroient des frais pour les renseignements. Mais voyons, est-ce à chaque président de ces 9 présidents-là de travailler à obtenir des renseignements, ou est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une unité, n'est-ce pas, de renseignements centralisés pour ce pays? Oui, j'ai été scandalisé par les magouilles dont le docteur Louis Gérald, a été reconnu coupable. Oui, j'ai été scandalisé par les magouilles dont Smith-Augustin et, n'est-ce pas, Vertilaire Emmanuel sont reconnus coupables. Mais bon Dieu, au gré de ce rapport, j'ai découvert que les 9 membres, n'est-ce pas, du Conseil présidentiel se sont payés la traite. Ils se sont gâtés sur le dos de la population haïtienne. Et pour quel service? Ça fait déjà plus de 100 jours que ces gens-là sont au pouvoir. Ça fait plus de 100 jours que le Conseil présidentiel a été installé. Ça fait plus de 100 jours que le gouvernement de Kony, n'est-ce pas, est à l'œuvre. Est-ce que ces gens-là peuvent dresser en toute honnêteté, en toute intégrité intellectuelle, un bilan? Ils ont pris le pouvoir pour résoudre le problème de l'insécurité. Mais ceux et celles qui sèment la mort à Port-au-Prince, ceux et celles qui sèment le deuil dans les familles haïtiennes sont encore là. On voit, n'est-ce pas, Barbecue accorder des entrevues. Aucun de ces bandits qui détient la population, n'est-ce pas, en otage, aucun de ces bandits n'a jamais été inquiété. Entre-temps, on nous dit qu'il y a des policiers kenyans au pays. Je dis on nous dit, mais personne ne les voit. On sait qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là pour se payer la traite. Ils ne sont pas là, n'est-ce pas, pour se payer le beau soleil d'Haïti. Ils ne sont pas là pour s'offrir les jeunes, belles filles haïtiennes. Ils sont là pour sécuriser le pays. Mais dites-moi ce qui a changé depuis que les membres du Conseil présidentiel se sont installés. Dites-moi quel privilège, quel avantage la population haïtienne retire-t-elle de la présence de ces gens-là? Je suis triste de le dire, mais les gens qui sont au pouvoir en Haïti, depuis toujours, sont des profiteurs. Les gens qui sont au pouvoir en ce moment en Haïti sont des profiteurs. Ils s'octroient des frais pour ceci, ils s'octroient des frais pour cela, pour une population exsangue. Imaginez, chers amis, pendant que les 9 membres les 9 membres du Conseil présidentiel de transition, tandis que ces gens-là se payent des privilèges, tandis qu'ils s'octroient des frais pour une résidence secondaire, on a des centaines de milliers de déplacés dont ces dirigeants-là ne s'occupent pas. Pendant que les 9 membres du Conseil de transition présidentielle se payent une résidence secondaire, eux qui résident déjà à Port-au-Prince, vous avez des hommes et des femmes qui ont travaillé dur pour se construire une résidence bloc par bloc. Vous avez des hommes et des femmes qui ont travaillé dur pour s'offrir une maison et qui ont dû emprunter, n'est-ce pas, de l'argent à des taux rédhibitoires. Vous avez ces gens qui ont été chassés de leur résidence par les bandits
et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, dorment à la Belle Étoile, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, sont obligés de laisser la capitale, de laisser Haïti pour aller, n'est-ce pas, effectuer toutes sortes de Mac jobs aux États-Unis ou ailleurs. Et le Conseil présidentiel de transition, qui avait pris le pouvoir, la main sur le cœur, en faisant la promesse formelle de régler le problème d'insécurité, ces gens-là s'octroient des privilèges et ils ne foutent rien. C'est précisément ce qu'on appelle la sinécure. C'est précisément ce qu'on appelle détournement de fonds publics. Quand on parle de détournement de fonds publics, n'est-ce pas, il ne s'agit pas seulement de prendre l'argent comme Michel Martelly et Laurent Lamotte l'ont fait, n'est-ce pas, voler l'argent Petro-Caribé et déposer cet argent-là dans des comptes offshore à l'étranger. Mais le principe de détournement de fonds publics, c'est aussi quand on se paye des privilèges à même les fonds publics pour ne rien faire. Dites-moi les amis, depuis les 100 jours du Conseil présidentiel de transition, j'avais soutenu le Conseil présidentiel de transition, j'avais vu dans cette formule quelque chose qui aurait pu être salutaire, dans le sens que, plutôt que de, n'est-ce pas, concentrer le pouvoir en une seule main, comme on l'a vu avec Ariel, j'ai compris que, je m'étais dit que la formule collégiale aurait pu être salutaire, la formule collégiale aurait pu être bénéfique. Mais vous avez 9 membres de conseil présidentiel qui chacun a un véhicule de fonction, qui chacun s'octroie des frais pour l'essence, donc pour le carburant, qui chacun s'octroie des frais pour des cartes de téléphone cellulaire, qui chacun s'octroie des frais, n'est-ce pas, pour une résidence secondaire, eux qui dans leur écrasante majorité résidaient déjà à Port-au-Prince. Vous avez des gens, comble d'ironie, qui se payent des privilèges pour leur propre sécurité. Mais voyons, vous êtes à la tête de l'État et vous êtes en train de privatiser. Vous êtes à la tête de l'État, vous êtes en train de payer des individus pour assurer votre sécurité quand vous avez un corps de police, quand vous avez une armée au sein desquelles, police et armée, devrait-on avoir des unités spécialisées pour la sécurité des VIP. Mais je vous pose la question. Vous avez hérité d'un si beau pays. Mais savez-vous gérer cet héritage-là? Est-ce que nous savons gouverner? Savons-nous vraiment administrer? Plus les jours passent, plus c'est pareil. Plus les gens ont fait des études, plus ils ont vécu à l'étranger, plus ils se sont exposés à la bonne gouvernance, pire ils sont lorsqu'ils arrivent en Haïti. On dirait qu'il y a quelque chose qui nous manque, à nous les dirigeants haïtiens. On dirait qu'il y a quelque chose qui manque aux élites haïtiennes. Il leur manque l'esprit de service. On ne parvient pas au pouvoir par Dieu, surtout dans le cas du Conseil présidentiel de transition qui s'est littéralement accaparé du pouvoir. Mais on ne prend pas le pouvoir pour se servir. On dirait qu'en Haïti, quand on est désargenté, on dirait qu'en Haïti, quand on n'a plus les moyens, n'est-ce pas, de se payer une vie décente, le seul objectif, la seule cible, le seul moyen, le seul véhicule que l'on se donne, c'est le pouvoir. Et une fois qu'on parvient au pouvoir, au diable les notions d'éthique, au diable des questions de moralité publique, au diable des questions de crédibilité morale, on plonge les deux mains dans la cagnotte de l'État pour s'offrir des privilèges scandaleux. Ce qui me scandalise encore plus, les amis, c'est l'idée que les gens qui sont au pouvoir en Haïti ont perdu toute notion de honte. Vous savez, si vous prenez votre micro, si vous prenez votre téléphone, et que vous téléphoniez à l'un des membres de ce conseil présidentiel, si vous décidez de parler à n'importe lequel d'entre eux, et que vous lui demandiez à cette personne-là, mais bon Dieu, c'est quoi ça de vous payer une résidence secondaire à Port-au-Prince, vous qui aviez déjà une résidence secondaire à Port-au-Prince, vous qui aviez déjà une résidence principale à Port-au-Prince,
aucun d'entre eux n'aurait le sens de la dignité que toute personne qui dirige, n'est-ce pas, une communauté devrait avoir, eh bien, la réponse que vous allez entendre, c'est que, mais écoutez, c'est une habitude qui s'est établie dans ce pays, c'est une pratique qu'on s'est donnée. Alors, si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Alors, j'ai expliqué l'histoire, j'ai expliqué le bien fondé du principe d'avoir une résidence secondaire. Mais on ne se paye pas une résidence secondaire quand on a une résidence principale à Port-au-Prince. J'avais reçu, sitôt installé, 2 membres du conseil présidentiel. J'avais reçu Leslie Voltaire et j'avais reçu Edgar Leblanc. Et je me rappelle les propos de Leslie Voltaire qui disait, écoutez, il veut faire partie du conseil présidentiel parce qu'il veut pouvoir aider, il veut pouvoir servir. Il ne reste plus rien. L'image qu'il avait utilisée, c'était l'image d'une latrine. Il m'a dit, écoutez, docteur Fils-Aimé, il ne reste plus rien dans ce pays. Pour moi, c'est comme descendre, n'est-ce pas, dans les bas-fonds d'une latrine pour essayer de curer cette latrine. J'ai eu la lucidité de lui dire, non, ce n'est pas nécessairement une latrine. C'est aussi, n'est-ce pas, une taverne d'Ali Baba. Une caverne d'Ali Baba. Et regardez, ils sont en train de faire la démonstration que j'avais raison. Quand on descend dans une latrine, ce n'est pas pour se payer une résidence secondaire quand on a déjà une résidence principale à Port-au-Prince. Quand on descend dans une latrine, ce n'est pas pour se payer des frais pour assurer sa sécurité quand ce pays-là a déjà un corps de police. Quand on descend dans une latrine pour nettoyer, ce n'est pas nécessairement pour se payer des frais afin si vous voulez, d'assurer un service de renseignement. Mais quelle est cette affaire d'amateur? Et pourtant, si vous regardez le CV de ces gens-là, ce sont des ingénieurs, ce sont des économistes, ce sont des médecins, ce sont des juristes, ce sont des docteurs en ceci ou en cela. Mais bon Dieu, on dirait que plus ils ont fait des études, on dirait que plus longtemps ils sont dans l'État haïtien, plus ils ont perdu le sens de la dignité, plus ils ont perdu le sens de l'éthique, plus ils ont perdu le sens de la moralité publique. C'est scandaleux, messieurs. Tandis que tout le monde regarde du côté de ces 3 membres du conseil présidentiel qui ont tenté de reconduire, n'est-ce pas, un directeur de la BNC contre 100 millions de gourdes et qui se sont retrouvés finalement avec une carte de crédit prépayée de 20 000 $ américains. C'est scandaleux, messieurs. Honte à vous tous et à vous aussi, madame. Quand vous vous payez une résidence secondaire à Port-au-Prince, vous qui résidiez déjà à Port-au-Prince, vous vous payez une résidence secondaire pour une population dont la majorité n'a pas les moyens de se mettre un toit sur la tête. N'avez-vous pas honte? Pourquoi êtes-vous là? Depuis 100 jours que vous êtes installé à la tête de ce pays, je vous mets au défi de me dire le seul avantage que vous avez procuré, le seul avantage que vous avez fourni à la population haïtienne. 0, 0 barré comme dans 0. Vous continuez à rouler dans des véhicules de fonction. Vous continuez à vous payer du carburant aux frais de l'État. Et ce qui est scandaleux, les amis, ce qui est scandaleux, c'est que chacun de ces 9 membres du conseil présidentiel a un personnel. Chacun de ces 9 membres du conseil présidentiel a un chef de cabinet. Chacun de ces 9 membres du conseil présidentiel a une secrétaire privée. Chacun de ces 9 membres du conseil présidentiel a un personnel qui est payé, blanchi, nourri aux frais de l'État. Mais pour quel service? Je lance ce défi aux 9 membres du conseil présidentiel de transition. Qu'est-ce que diable vous avez rendu comme service à la population haïtienne pour que vous méritiez, pour que vous vous méritiez tant de privilèges? Et ce qu'il y a de plus triste, les amis, c'est qu'ils l'ont fait en toute opacité. Vous vous souvenez?
qu'avant l'installation de ce conseil présidentiel, j'avais pris le temps de faire l'exégèse de cet accord qu'ils se sont donné, de cet accord qu'ils ont pourtant signé. Et qu'est-ce qui est inclus dans ce rapport, dans cet accord? On avait prévu une commission de contrôle de l'action gouvernementale. Il n'y a pas de commission d'action gouvernementale, une commission de contrôle de l'action gouvernementale. Ils s'octroient des privilèges en toute opacité. Ils dépensent comme bon leur semble. Ils s'offrent, n'est-ce pas, des véhicules de fonction. 9 membres qui se payent la traite. 9 membres, n'est-ce pas, qui se donnent des privilèges sur le dos d'une population qui n'en peut plus de souffrir. Êtes-vous sérieux, les amis? Êtes-vous sérieux, membre du Conseil présidentiel de transition? Êtes-vous sérieux, membre du gouvernement? Mais que faites-vous, merde? Les barbecues, les ISO et tous les autres salauds qui terrorisent la population ne sont pas inquiétés par les Kenyans. Entre-temps, vous roulez dans des véhicules, n'est-ce pas, de fonction, vous vous payez une résidence secondaire, vous vous payez, n'est-ce pas, des services de sécurité privés pour une population qui, elle, est livrée à des bandits. Honte à vous. Honte à vous. On s'arrête ici, j'étais parti, moi, dans l'émission. Offrez-vous une tasse de thé, offrez-vous une tasse de café, offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Je veux toute votre attention ce matin. On va se dire les vraies affaires. Les élites politiques de ce pays sont pourries jusqu'aux os. Ils sont pourris de la tête aux orteils. Ces gens-là, ce sont des gens désargentés qui surveillent la première occasion de parvenir au pouvoir afin de pouvoir se payer enfin une deuxième résidence. Et tout cela sur le dos d'une population qui est chassée par des bandits, sur le dos d'une classe moyenne qui n'en peut plus de souffrir parce que cette classe moyenne a été décapitalisée par des kidnappeurs, une classe moyenne qui se retrouve aux États-Unis avec un statut précaire, une classe moyenne qui dort à la belle étoile, des gens qui sont au pouvoir, qui se payent une résidence secondaire au nom d'une population qui n'a même pas une natte où dormir. Honte à vous. Je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. J'étais idéaliste sûrement lorsque je rédigeais ce livre-là, 2020, Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée, lorsque j'avais recommandé une transition qui serait justement gérée par une équipe de techniciens de la chose publique, une équipe de gens compétents, une équipe de gens patriotes qui viendraient servir sans se faire payer par l'État. Et vous savez quoi? Je suis encore plus convaincu que c'est ce qu'il faudrait faire. L'idée de s'accaparer du pouvoir, de se donner des titres, conseiller présidentiel de transition pour s'octroyer de privilèges, en vérité, ça me reste au travers de la gorge. Je regarde le profil, je vois
Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de banque. Je vois Edgar Leblanc, ancien président du Sénat haïtien. Je vois Leslie Voltaire, ancien ministre 2 fois plutôt qu'une, que ce soit sous Jean-Bertrand Aristide ou bien sous René Préval. Je regarde Louis-Gérald Gilles, ancien parlementaire, médecin de son État. Je regarde Emmanuel Verthilaire, n'est-ce pas, ancien juge. Je regarde Smith Augustin, ancien ambassadeur, pour ne citer que cela. Messieurs, serait-ce trop vous demander que de vous demander justement de faire cette transition-là en toute transparence sans vous octroyer aucun privilège? Bon Dieu, mais que c'est honteux! Et vous regardez ces gens-là, ce sont pour la plupart des quinquagénaires, n'est-ce pas, et plus. On se retrouve même avec des gens qui sont déjà dans la soixantaine avancée. Avant de parvenir au pouvoir, ils semblaient avoir une feuille de route si claire, ils semblaient avoir une feuille de route tellement attrayante. Mais 100 jours après qu'ils sont installés au pouvoir, je me demande, mais pourquoi sont-ils là? Pourquoi sont-ils là? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Vous, mes auditeurs et auditrices, je vous avais dit, avec la même énergie que j'avais défendu l'idée d'une équipe collégiale pour une transition qui n'est pas concentrée aux mains d'une seule et même personne, hein, on décriait la façon de faire du roi Henri, Ariel Henry. Je vous avais dit que je reviendrais avec la même énergie pour dénoncer ce qui ne marche pas lorsque les 100 jours de gouvernance de ces gens-là seraient écoulés. Et je peux vous le dire, je vous regarde dans les yeux, que 100 jours plus tard, c'est une déception totale. Déception du côté du gouvernement, déception du côté de la présidence. C'est des gens qui sont là pour se regarder le nombril, c'est des gens qui sont là pour se regarder au miroir, c'est des gens qui sont là pour se payer des privilèges. Et je continue à leur poser la question, qu'est-ce que vous avez réalisé après 100 jours? Rien. Et je vais soulever avec vous un certain nombre de chantiers que ces gens-là avaient promis de lancer dans les premiers jours. Je regardais Leslie Voltaire, zélé comme lui seul, sur diverses plateformes, sur ma plateforme à moi, et sur d'autres plateformes des médias, n'est-ce pas, traditionnels. Zélé, qui promettait la main sur le cœur, qu'on allait lancer ces chantiers-là le plus rapidement. L'un des chantiers les plus importants, c'est le chantier de la commission de contrôle de l'action gouvernementale. Savez-vous pourquoi? Tout pouvoir risque de corrompre. Et pour éviter que le pouvoir ne corrompe, justement, il faut mettre en face du pouvoir des contre-pouvoirs, le fameux check and balance de John Locke, entre autres. Ils sont là depuis 100 jours, ils s'octroient des privilèges, ils s'octroient des résidences temporaires, des résidences secondaires, ils se payent des frais pour des services de renseignement, ils se payent des frais pour des services de sécurité, comme s'ils vivaient dans une espèce de savane, comme s'ils vivaient dans une espèce de moulin, alors qu'ils sont à la tête de l'État. Ils disent vouloir renforcer la police, mais ils sont en train d'affaiblir la police en privatisant leur propre sécurité à même les frais de la population. Je suivais, dis-je, un reportage sur la télé de Radio-Canada sur Haïti. Vous savez, c'est à peu près jamais une bonne chose quand on parle d'Haïti. C'est un fait exprès, mais nos dirigeants ne font rien pour changer cela. Le reportage avait pour sujet des centaines de milliers d'Haïtiens qui sont exposés au quotidien à une famine aiguë. Je regardais cela et pour moi, ce fut comme un coup de poignard dans le cœur. Vous voyez ces enfants, des enfants qui ont faim, des enfants qui sont livrés comme ça à la rue. Et donc, de potentiels tueurs, de potentiels gangsters, de potentiels violeurs, car ils n'ont rien. Vous voyez ces femmes-là qui ont
à peine un morceau de tissu à se mettre sur le dos pour protéger leur nudité. Vous voyez ces hommes qui sont dans la rue et qui n'ont rien. Des centaines de milliers d'Haïtiens qui sont exposés à une famine aiguë quotidienne. Ça, c'est des étrangers qui viennent nous sensibiliser sur la chose. Mais nos dirigeants voient les mêmes chiffres. Mais pire, nos dirigeants traversent les rues de Port-au-Prince tous les matins, à l'aller et au retour, dans des véhicules d'occasion, dans des véhicules de fonction, des véhicules neufs, 9 fois sur 10, blindés, vitres teintées. Ils sont entourés de gardes du corps, payés à même les frais de l'État, donc sur le dos de la population. Donc je dis, ces 9 conseillers présidentiels, le Premier ministre lui-même et tous les ministres traversent les rues de Port-au-Prince tous les jours dans des véhicules de fonction. Ils voient ce que ces reporters voient. Des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Donc de potentiels assassins, de potentiels bandits, pas par leur faute, mais parce que l'État les condamne à devenir assassins. Ces ministres-là, ces conseillers présidentiels, traversent la rue tous les matins, les rues de Port-au-Prince tous les matins, depuis leur résidence secondaire payée par la population jusqu'à leur bureau, où on leur offre petit déjeuner, déjeuner, lunch, du bon vin français, souper, et ils retournent chez eux dans des véhicules de fonction payés par l'État, avec du carburant payé par l'État. Ils s'offrent des privilèges. La population se meurt tous les jours. Bill Clinton, qui est un garçon très détestable, disait des élites haïtiennes que ce sont les élites les plus répugnantes. Il a raison. Comment nos dirigeants peuvent-ils se regarder au miroir, se rendre à New York pour des conférences, des discours, pour l'ouverture de la 79e session des Nations Unies, tenir des discours sur la France qui nous a volé de l'argent, eux qui volent tous les jours de l'argent à la population. Les amis, c'est voler la population que de s'octroyer des frais pour une résidence secondaire à Port-au-Prince, vous qui résidez déjà à Port-au-Prince. C'est voler la population, c'est détourner des fonds publics que de se payer, n'est-ce pas, des salaires exorbitants sur le dos d'une population dont le taux de chômage est pharaonique. C'est voler la population que de vous payer un traiteur. Vous savez quoi, les amis? Chacun des 9 conseillers présidentiels mange tous les jours au bureau de l'État, payé par la population, alors qu'ils sont là pour servir une population qui est exposée à une famine quotidienne aiguë. Où est le lien là? Imaginez un berger qui se nourrirait aux dépens de son troupeau. En réalité, c'est le berger qui se sacrifie pour son troupeau. C'est le berger qui se sacrifie pour sa bergerie. En Haïti, c'est le raisonnement contraire. Les dirigeants sacrifient la population pour s'offrir des privilèges. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau,
toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Je méprise les dirigeants haïtiens. Je déteste les dirigeants haïtiens. Cette semaine, j'ai rencontré une dame qui est arrivée au Canada voilà seulement quelques mois. Il y a un peu plus de 2 ans, elle a été chassée de sa résidence personnelle à Port-au-Prince par les bandits. Je ne sais plus si c'est ISO ou bien l'un de ces salauds-là. Elle est allée au Brésil, imaginez. Arrivée au Brésil, elle coiffait des gens, mais une Brésilienne a éprouvé de la jalousie contre elle parce que, elle avait beaucoup plus de clientes en l'occurrence qu'elle. Cette Brésilienne et son mari l'ont menacée de mort, donc madame a dû traverser le continent à pied. Elle a traversé 6, 8, 10 pays pour se rendre jusqu'au Mexique. Au Mexique, malheureusement, le sort a voulu qu'elle soit kidnappée par l'un de ces gangs-là, que vous connaissez, ces gangs qui sont impliqués dans le trafic illicite de la drogue. La dame a été enfermée pendant plus qu'une semaine dans un enclos de cochons. Imaginez, l'une de nos sœurs, l'une de nos compatriotes qui dormait dans un enclos de cochons. Imaginez l'odeur. Violée, battue. Après une semaine, elle a laissé le Mexique. Elle est passée illégalement par les États-Unis. Et là, aujourd'hui, elle est au Canada. Mais je vous pose la question. Pensez-vous que ce soit ISO ou Barbecue le seul responsable des humiliations de cette femme? Qui a mis en place le système qui permet que Barbecue déplace des gens en toute impunité? Qui est-ce qui met en place un système d'exploitation, un système, n'est-ce pas, d'expropriation, un système de déshumanisation? Qui met en place ce système-là? Mais ce sont les dirigeants politiques. Les premiers bénéficiaires de ce système, ce ne sont pas Barbecue et ISO. Les premiers bénéficiaires de ce système, ce sont les politiciens haïtiens. Ce n'est pas pour rien qu'ils se précipitent d'entrer dans la politique. Ce n'est pas pour rien qu'ils se précipitent, n'est-ce pas, de s'accaparer du pouvoir. Je regardais ce reportage et je me suis dit, si on reprenait le fil du temps, un esclave autour du XVIIIe siècle, sur une plantation en Haïti, qui comparerait son sort à celui d'un Haïtien d'aujourd'hui vivant dans l'agglomération de Port-au-Prince, qui ne sait même pas s'il va terminer sa journée, qui n'a rien à manger, qui n'a pas de maison, qui ne peut pas envoyer son enfant à l'école, qui n'a aucun service de l'État. Mais dites-moi, les amis, l'esclave qui vivait sur la plantation de maître, et à qui le maître, n'est-ce pas, fournissait ne serait-ce qu'un morceau de cassave, à qui le maître laissait ne serait-ce qu'un petit lopin de terre pour qu'il puisse le cultiver et s'offrir à manger, ainsi qu'à sa famille. Mais je vous pose la question, je vous la pose, moi je suis historien. Dites-moi, en quoi le sort de l'Haïtien d'aujourd'hui est-il meilleur que celui qui vivait sur la plantation? Celui qui vivait sur la plantation, oui, il servait un maître, qui le considérait comme une chose, mais l'Haïtien d'aujourd'hui n'est-il pas considéré comme une chose par son propre gouvernement? L'Haïtien d'aujourd'hui n'est-il pas considéré comme une chose par son propre conseil présidentiel? L'Haïtien de l'époque de l'esclavage travaillait pour enrichir, n'est-ce pas, un maître, mais l'Haïtien d'aujourd'hui travaille aussi pour enrichir les membres du conseil présidentiel. L'Haïtien d'aujourd'hui n'a pas de quoi manger, mais il paye un service de traiteur à 9 présidents. L'Haïtien d'aujourd'hui n'a pas un toit sur la tête, mais il paye une résidence secondaire pour des salauds qui ont toujours résidé à Port-au-Prince.
L'haïtien d'aujourd'hui, n'est-ce pas, est exposé à l'insécurité, mais il paye des services de sécurité privés pour 9 conseillers présidentiels. L'haïtien d'aujourd'hui n'a pas d'électricité, mais il paye, n'est-ce pas, du carburant à 9 conseillers présidentiels. Je vous pose la question. Le sort de l'haïtien d'aujourd'hui est-il meilleur que le sort d'esclave? Les élites haïtiennes n'ont pas d'humanité. Les élites haïtiennes n'ont pas de solidarité. Comment ces gens-là peuvent se regarder au miroir, traverser les rues de Port-au-Prince et s'indigner à l'idée que la France nous ait volé 100 milliards d'euros? S'indigner à l'idée que les États-Unis, n'est-ce pas, déversent ces armes sanguinaires sur notre territoire. Comment ces gens-là peuvent s'indigner devant un barbecue, devant un ISO qui kidnappe une personne à la fois, eux qui kidnappent 12 à 13 millions d'Haïtiens? Ah, je vais citer Jean-Paul II, il faut que quelque chose change dans ce pays. Il faut un soulèvement général dans ce pays. Il faut que des têtes tombent, oui. Je reprends la formule de Leslie Voltaire, mais contre lui, Leslie Voltaire avait dit que des têtes allaient tomber. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger son privilège de conseiller présidentiel, qui a la prérogative de la diplomatie. Mais il faut que des têtes tombent dans ce pays. Les têtes de ses dirigeants, les têtes de ses élites, qui n'ont aucune humanité, qui n'ont aucune solidarité. On dirait que dès qu'on s'approche de la retraite et qu'on réalise qu'on n'a rien sur son compte bancaire, dès qu'on s'approche de la retraite et qu'on réalise qu'on ne peut plus payer les études pour ses enfants aux États-Unis, en France ou au Canada, eh bien on lorgne du côté de la politique, on s'accapare du pouvoir pour se payer une résidence secondaire, pour se donner des frais de services de renseignement, pour se payer un traiteur sur le dos d'une population qui n'arrive pas à manger. Je déteste les élites haïtiennes, je les hais, je les méprise. Ce sont des parasites. Observons une pause avant que je ne m'étouffe. C'est tellement honteux. On ne peut plus faire aucun reproche aux étrangers qui nous exploitent. Nos propres dirigeants haïtiens, noirs de peau comme nous exploitent. On ne peut plus reprocher aux Américains de déverser leurs âmes sanguinaires et assassinent chez nous. Nous utilisons le pouvoir pour assassiner un peuple. En quoi les membres du conseil présidentiel sont-ils moins coupables que les barbecues, que les ISO? Barbecue, ISO kidnappent une personne à la fois. Eux kidnappent 10 à 12 millions de personnes en même temps. Et se livrent à des mécanismes de détournement public pour s'offrir des privilèges. Eux qui n'ont rien fait. C'est de la sinécure. Après plus de 100 jours au pouvoir, ces gens-là méritent zéro. Un zéro terrible comme dans zéro. On s'arrête ici, je vous reviens après. À tout à l'heure. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Vous savez, l'une des choses les plus graves chez nos dirigeants, c'est la perte de tout sentiment de honte. Vous voyez ces 3 voleurs que sont Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et puis Smith-Augustin, ils n'ont pas honte. Ils sont pris la main dans le sac, en train de vendre la reconduction à la tête de la BNC pour 100 millions de gourdes. Ils se sont retrouvés avec 20 000 $ américains.
ils n'ont pas honte. Ils étaient sur tous les médias en train de se défendre. Ils promettent de se battre jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour défendre leur honneur. Leur honneur, mon cul. Ils n'ont pas honte parce qu'ils se disent, mais en quoi je suis pire que mes 6 autres conseillers présidentiels? Moi, je vais directement négocier un 20 000 $ pour garder ce garçon à la tête de la BNC, mais nous tous, nous payons la traite sur le dos de la population, nous payons une voiture de fonction, nous payons un personnel de bureau. Savez-vous, les amis, que chacun des 9 conseillers présidentiels a un personnel de bureau. Chacun des conseillers présidentiels a un chef de cabinet. Chacun des 9 conseillers présidentiels a quelqu'un qui doit s'occuper de sa communication. La modestie, on ne connaît pas ça en Haïti. La simplicité dans la gestion des affaires publiques comme une personne raisonnable, on ne connaît pas ça en Haïti. Dès qu'on est au pouvoir, on plonge les 2 mains dans la cagnotte, on plonge les 2 mains dans la cassette publique. C'est rendu que les gens les diplomates qui sont en Haïti se disent, mais écoutez, les dirigeants haïtiens vivent mieux que les dirigeants de nos pays qui sont pourtant des pays riches. Les dirigeants haïtiens s'offrent plus de privilèges que nos propres présidents ou premiers ministres, nous dont les pays soutiennent financièrement Haïti, et ils ont raison. Leslie Voltaire avait dit que des têtes doivent tomber. Oui, des têtes doivent tomber. Il l'avait dit dans un contexte très égoïste. Lui, comme conseiller présidentiel, il s'est rendu au siège des Nations Unies et il ne se pardonne pas l'insulte de se faire fermer la porte au nez, lui qui tenait tellement à serrer la main à Lula. Conny et Dominique Dupuis, n'est-ce pas, se sont arrangés pour lui enlever ce privilège de rencontrer un grand blanc. Il a dit, des têtes vont tomber. Oui, Leslie, il faut que des têtes tombent. Il faut que des têtes tombent. Il est temps que cette population se soulève contre ses propres dirigeants. Il faut une révolution dans ce pays. Pendant 200 ans, cette population s'est fait voler, cette population s'est fait rouler, cette population s'est fait anarquer, cette population s'est fait extorquer par ses propres dirigeants. Des têtes doivent tomber. Est-ce qu'on parvient au pouvoir pour s'octroyer des privilèges? Est-ce qu'on parvient au pouvoir pour rouler dans des véhicules de fonction? Qu'est-ce qui changerait si vous continuez à utiliser vos propres voitures? Qu'est-ce qui changerait si vous continuez à habiter dans vos propres maisons? Qu'est-ce qui changerait si vous vous offriez votre propre petit déjeuner chez vous? Et vous rendre au bureau pour aider la population? Les dirigeants haïtiens n'ont aucune notion de dignité, aucune notion de honte. Les dirigeants haïtiens n'ont aucun sentiment de solidarité. Ils passent dans des voitures de fonction payées par la population haïtienne, une population qui est à pied, une population qui est à 80% au chômage. Ils sont ministres de l'Éducation, ils roulent dans des véhicules de fonction, ils se payent la traite et les enfants de la population ne peuvent pas aller à l'école. Et puis là, ils ont des rencontres, des conseils de ministres, ils ont des budgets. Ils déposent des budgets, on vote des budgets, on s'octroie des privilèges. Cette réflexion m'est venue, je vous l'ai dit, en regardant ce reportage de Radio-Canada. Et je vais creuser cette réflexion. L'esclave qui vit sur une plantation,
se lever à 5 heures le matin pour aller travailler pour un maître, précisément parce que le maître sait qu'il a besoin de son courage, qu'il a besoin de cette machine humaine, eh bien, le code noir prévoit que le maître doit le nourrir. Le code noir prévoit que le maître doit lui fournir une certaine quantité d'ondes de toile, car il ne faut pas qu'il reste nu. Le maître doit donner un minimum à l'esclave parce qu'il dit, écoutez, il me faut un minimum d'années de service de la part de cet esclave-là. Donc, pour m'assurer que cet esclave me sera utile pendant un certain nombre d'années, je dois lui offrir un morceau de cassave, je dois lui offrir du manioc, je dois lui laisser un lopin de terre. Les dirigeants haïtiens exploitent la population haïtienne, mais ils ne sont même pas foutus d'offrir à la population haïtienne le strict minimum, le primum vivere. Alors je vous pose la question, les amis. En quoi l'esclave qui vivait sur une plantation au Limbé, qui vivait sur une plantation à Léogane, qui vivait sur une plantation, je ne sais pas moi, en coupant la canne à sucre, il pouvait de temps en temps, n'est-ce pas, s'offrir un morceau? En quoi l'haïtien d'aujourd'hui? Les haïtiens qui sont par des centaines de milliers exposés à une famine aiguë au quotidien, en quoi le sort de cet haïtien-là est meilleur que celui de l'esclave? Vraiment? Vraiment? Nous sommes au mois d'octobre. Dans un mois, on va parler de la victoire de la bataille de Vertières. Victoire pour quoi faire? Est-ce pour des dirigeants comme ceux que nous avons que Dessalines a fait Vertières? Est-ce pour des dirigeants comme Kony, pour des dirigeants comme les ministres que nous avons, pour des dirigeants comme les membres du Conseil présidentiel? Est-ce vraiment pour ces gens-là que les Dessalines, les Capois-Lamort, les Christophe, les que sais-je encore ont fait? Novembre 1803. Est-ce pour offrir ce niveau de vie infrahumain à l'haïtien d'aujourd'hui que nos aïeux ont bravé les canons, ont bravé la poudre à canon, ont bravé les baïonnettes, ont bravé les bulldogs de Rochambeau? J'essaie de m'imaginer nos ancêtres, les esclaves, qui ont tout donné, qui ont donné leur sang, qui ont donné leur peau pour être libres. Lorsqu'ils regardent l'haïtien d'aujourd'hui, il se dit, mais si boulot, le sort de l'esclave n'était pas pire que celui de l'haïtien d'aujourd'hui. Oui, Leslie Voltaire, des têtes doivent tomber, les têtes des dirigeants doivent tomber, les têtes de tous les dirigeants haïtiens doivent tomber. Des dirigeants jouisseurs, des dirigeants profiteurs, des dirigeants abuseurs. C'est tellement honteux. Je déteste les dirigeants haïtiens. Ne les détestez-vous pas? Je les méprise. Ne les méprisez-vous pas? Aucune solidarité, aucune humanité, aucun humanisme, aucun sens de la honte, aucun sens de dignité. Ils s'octroient des privilèges pour ne rien faire. Imagine que dans leur bureau, ils reçoivent des gens, n'est-ce pas, du matin jusqu'au soir. Cela leur confère l'idée qu'ils sont importants. Désormais, ils reçoivent. Désormais, ils peuvent recommander. Désormais, ils peuvent placer leurs cousins, leurs cousines dans des missions diplomatiques. Ils peuvent placer des cousins, des cousines comme directeurs généraux. Ce sont des détournements de fonds publics quand vous vous octroyez des privilèges sur le dos d'une population qui n'a rien. Et nous allons voir ces guignols le 18 novembre. Nous allons les revoir le 1er janvier. Ils vont parler de l'indépendance. Indépendance, mon cul. L'haïtien est-il indépendant?
Celui qui dort à la belle étoile est-il indépendant? Celui qui n'a même pas de quoi manger est-il indépendant? Celui qui cherche la première occasion pour laisser Haïti vers Partouville est-il indépendant? Son sort est-il meilleur que celui de l'esclave d'hier? Voyons donc, je vous pose la question. Je vous reviens avec le mot de la fin. À tout à l'heure. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Quel pays? J'ai commencé par vous demander pourquoi est-ce si difficile de trouver une vingtaine d'Haïtiens compétents, honnêtes, patriotes, qui ont le sens du sacrifice. En connaissez-vous, hommes et femmes? Je commence à me demander, est-ce que cette entité-là dont je viens de parler existe vraiment? Parce que, en dehors du pouvoir, ils sont tous honnêtes. En dehors du pouvoir, ils sont tous contre le vol. En dehors du pouvoir, ils sont tous contre la corruption. Je me souviens, voyez-vous, de cette affaire de résidence secondaire, j'avais écrit un article là-dessus. C'était au moment où Lambert était président du Sénat, et puis il s'octroyait une résidence secondaire pour des milliers de dollars américains, et on a découvert que cette résidence secondaire appartenait à un proche, donc c'était de la magouille. Quand on dénonçait Lambert, les gens qui aujourd'hui sont ministres, qui aujourd'hui sont conseillers présidentiels, applaudissaient des deux mains et disaient, écoutez, c'est pas normal, c'est de la corruption, c'est des détournements de fonds publics. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils font la même chose. Est-ce possible? Je vous pose la question. Est-ce possible de trouver, je ne sais pas moi, une centaine, parce que il faut plus que 10, une centaine d'hommes et de femmes honnêtes, compétents, patriotes, qui n'aiment pas l'argent. Oh là là! En grandissant, je ne savais pas qu'on avait cet amour démesuré pour l'argent. Regardez, ces trois crétins échangent
poste de conseiller présidentiel pour 20 000 $ américains. Je suis sûr que si vous regardez leur compte bancaire, ils ont beaucoup plus que ces 20 000 $ américains, mais ils n'en ont jamais assez. Les membres du conseil présidentiel font tout pour parvenir au pouvoir. Dans quel but? Dans le but de s'offrir des résidences secondaires sur le dos d'une population qui n'a même pas un taudis. Une population qui n'a même pas un taudis. Est-il possible de trouver une centaine d'hommes et de femmes honnêtes, compétents, des gens qui savent diriger, patriotes, des gens qui aiment le pays, des gens qui ont le sens du sacrifice. Oh là là, le sens du sacrifice. Des gens qui disent, écoutez, moi je vais aider, je n'ai pas besoin d'un sou de l'État. Je vais servir, je vais continuer à habiter ma maison. Je vais servir, je vais continuer à prendre mon déjeuner chez moi avant de quitter. J'apporterai mon lunch comme fait toute personne décente. Et je souperai chez moi le soir. Putain. Oui, je vous ai lancé la question. Le sort de l'haïtien d'aujourd'hui est-il meilleur que l'haïtien qui était sur la plantation? Pourquoi nos ancêtres se sont-ils battus? À quoi bon 18 novembre 1803? À quoi bon 1er janvier 1804? Je vous lance ce défi. Est-ce possible de trouver 100 Haïtiens? 100 Haïtiens, Haïtiennes. Le pire, qu'on soit dans ce pays ou qu'on soit à l'étranger, je vois des gens qui sont dans ce conseil, c'est des gens il y en a qui ont vécu à l'étranger, qui ont vu comment on fonctionne à l'étranger. Ils entrent en Haïti et puis ils se laissent broyer par la machine. Je vois des ministres autour de Conille qui ont vécu à l'étranger, qui entrent en Haïti, qui vont s'offrir des privilèges qu'aucun ministre du Canada, qu'aucun ministre des États-Unis, qu'aucun ministre de la France ne peut s'offrir pour un pays qu'on dit pauvre, pour une population qu'on dit exsangue. Des centaines de milliers d'Haïtiens exposés à la famine aiguë au quotidien et des ministres qui se payent la traite. Il faut que des têtes tombent. Oui, Leslie. Il faut que des têtes tombent. Les têtes des dirigeants, d'abord. Les têtes des élites, d'abord. Vive la révolution. Vive une nouvelle révolution haïtienne. Bonne semaine quand même. Vive Haïti. Au revoir.